Mesdames, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Comme en notre habitude, interrogation. Tchad, manifestation du 20 octobre, Washington, le grand manœuvrier, c'est notre grande interrogation. Tchad, manifestation du 20 octobre, Washington, le grand manœuvrier, c'est notre grande interrogation. La justice au Tchad a annoncé vendredi que plus de 600 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtés depuis les manifestations de l'opposition réprimées dans le sang le 20 octobre dernier. N'Djamena les accusant à nouveau d'avoir attaqué les institutions pour mener une insurrection. C'est la première fois que les autorités admettent publiquement ce chiffre évoqué depuis 3 semaines par plusieurs ONG locales. Après ces manifestations contre la prolongation de 2 ans au pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno. Ce dernier, il faut le préciser, avait été proclamé chef de l'État par les militaires il y a 18 mois à l'annonce de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué par, on le sait déjà, des rebelles en se rendant sur le front après avoir dirigé le Tchad pendant 30 années durant, et bien sûr, vers la dernière minute de sa vie, il avait entièrement et totalement changé. Comme l'opposition assure depuis 3 semaines que des dizaines, voire des centaines de personnes ont été tuées dans plusieurs villes le jour de la manifestation, puis après, dans les exécutions extraordinaires, nous disent-ils, le pouvoir a reconnu à ce jour une 50aine de morts par balle et plus de 300 blessés pour la seule journée du 20 octobre 2022, dont une dizaine de tués parmi les forces de l'ordre. Mahamat Déby, prolongé à ce poste pour 2 ans début octobre par un forum de réconciliation nationale, boycotté par une grande partie de l'opposition et d'importants groupes rebelles, a toujours affirmé que les manifestations du 20 octobre dernier planifiaient une insurrection, un renversement, pour ne pas dire un coup d'État, pour renverser le pouvoir. Depuis les événements du 20 octobre, 621 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre et transféré à la prison de haute sécurité de Koro-Toro. Oui, vous l'avez bien compris, en plein désert à plus de 600 km de la capitale, a annoncé alors, lors d'un point de presse, le procureur de N'Djamena lui-même, Moussawa Djibril, évoquant des actes graves, des attaques ciblées contre les institutions de la République. Et 401 autres personnes seront rapidement jugées en procédure de flagrant délit. Selon lui, les 220 graves et des attaques ciblées, les 200 autres déférés devant les juges d'instruction, donc 83 devant les juges pour enfants. Le 20 octobre, le pouvoir a suspendu les partis et organisations de la société civile de l'opposition et décrété un couvre-feu maintenu jusqu'aujourd'hui, encore en N'Djamena, et quelques grandes villes. Depuis, les leaders et cadres de l'opposition ont soit fui à l'étranger, soit sont entrés en clandestinité dans d'autres pays, accusant les forces de l'ordre de continuer de mener des chasses à l'homme, pour ne pas dire de faire la chasse aux sorcières. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Tchad, manifestation du 20 octobre, Washington, le grand manœuvrier, en tout cas c'est notre grande interrogation. Qui pour répondre à nos questions, si ce n'est un homme politique? Nous sommes avec Patient Parfendom. Ce matin, c'est un UP6 dans l'âme, l'Union de population du Cameroun. Il faut préciser par ailleurs que c'est le parti créé le 10 avril 1948 par les 12 disciples, oui, c'est comme ça qu'on les surnomme, de jeunes hommes qui avaient pris l'initiative, justement, de libérer leur pays du joug colonial. Il est avec nous cet après-midi. Patient Parfendom, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, le grand maître Jocelyn Goss. Bon après-midi à tous nos nombreux internautes qui suivent Panafricanist TV avec beaucoup de bonheur. Bon après-midi à nos techniciens, à tous mes amis qui viennent écumer ce plateau au quotidien pour continuer d'informer, continuer de former aussi, mais de dénicher l'information là où elle se trouve pour la mettre à la disposition du grand public africain. L'Afrique a besoin de cette information, l'Afrique a besoin de cette vérité, l'Afrique a besoin de cette pédagogie qui est le maître mot de ce plateau pour réveiller ce continent qui est un géant, qui était encore hier endormi et qui est heureusement debout, même s'il titube encore, mais il est résolument debout. Et sa marche en avant sera la conséquence de
de renforcement des capacités qu'aura une plateforme aussi importante comme Panafricanist TV qui va varier ses coûts. Aujourd'hui, ces coûts sont donnés à travers la toile, mais dans bientôt, dans les ménages africains, ils pourront avoir la possibilité de suivre l'excellent travail qui est abattu aussi pour le réveil de notre continent. Parce que, comme je m'en dit, le jour où l'Afrique va se mettre debout et qu'elle va se mettre en marche, je crois que la face du monde va changer parce que l'humanité première, la vraie humanité, qu'on n'aurait jamais dû abandonner, va enfin reluire à la surface de la Terre et redonner une nouvelle humanité à l'être humain tout court. Merci pour cette invitation, mais excusez-moi, bon, on n'a pas pu faire cette émission hier pour rendre hommage à Kalala Oumutunde, ce frère qui, de par son sacrifice, son sens de sacrifice, de son génie, ce passeur de savoir nous a quittés de manière brutale. On ne s'y attendait pas. Il y a encore des semaines d'été au Cameroun. Sa mort a été comme une espèce d'onde de choc dans l'ensemble, n'est-ce pas, de toute la galaxie panafricaine et africaine tout court, et tous ceux qui sont avides de liberté, de justice. Et je pense que, comme disent ses frères, que son cas soit vivifié et que dans la vallée de la mort qui va traverser bientôt, qu'il soit entouré par notre chaleur, par nos prières et par la mansuétude de nos prédécesseurs. Et on nous dit tout simplement de notre côté, ami, si tu tombes, et nous te sort de l'ombre à ta place. Le combat continue. Le combat continue. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau encore, impatient par Fendome, encore cet après-midi. Je rappelle que vous êtes là depuis bien longtemps déjà. Merci pour votre longanimité. Ce n'est plus de la patience. C'est comme ça que je l'appelle. Vous êtes justement au courant que le procureur de N'Djamena fait une sortie lors d'un point de presse, patient par Fendome, où il déclare haut et fort que jusqu'à preuve de contre les autorités du côté de N'Djamena ont arrêté 621 personnes, dont 83 mineurs. Presque 600 se retrouvent actuellement, on le dit très sérieusement, dans une prison de haute sécurité de Koro Toro. Et, bien sûr, il accepte qu'il y a au moins 50 personnes qui sont mortes et 300 blessées. C'est dramatique, cette terrible journée du 20 octobre, du côté du Tchad et de N'Djamena précisément. C'est dramatique parce qu'une fois de plus, moi c'est mon analyse, nous avons été piégés par nos ennemis, en réalité. Nous avons été piégés par nos ennemis et malheureusement, les autorités tchadiennes, à la tête desquelles se trouve le général Mahamat Idriss Déby, n'ont pas su, avec beaucoup d'intelligence et de sagesse, essayer d'esquiver ce coup violent qui nous a été asséné par l'ennemi. Pourquoi je dis que c'est un coup de l'ennemi? C'est un coup de l'ennemi pour la simple raison que, avec un peu plus d'intelligence et de lucidité, ce qui s'est passé en N'Djamena ce 20 octobre, cette boucherie aurait pu être évité. On aurait pu l'éviter, je veux dire. On aurait pu l'éviter si on avait compris que dans une initiative comme celle-là, il y a plusieurs objectifs souvent qu'on veut atteindre. Je vais bien. J'ai entendu les arguments des uns des autres qui tendaient à dire « Ah, vous savez, les gens ont participé à une marche qui était illégale. » D'accord, je le concède. Mais la finalité, c'est-à-dire les résultats du côté du pouvoir sont tellement négatifs qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là, pour moi, est un instrument entre les mains de ceux qui ne veulent pas l'indépendance et la liberté de notre continent. Parce que ce sang-là qui a coulé ce jour-là, rien ne peut le justifier. Rien ne peut le justifier. J'entends les arguments. Oui, c'était des gens qui étaient montés par les États-Unis pour faire ISIS grec. Je vous rappelle, ce sont les fondamentaux, n'est-ce pas, pour nous qui luttons pour l'indépendance de notre continent. Il ne faut pas essayer de faire un distinguo entre les États-Unis et la France. La France est tout simplement le petit pitbull des États-Unis. Ce qui se joue actuellement en Ukraine, c'est la volonté des pays occidentaux, des États-Unis en tête, accompagnés par ce pitbull, de maintenir la domination outrancière d'un monde unipolaire sur la domination
de ce happy few du capitalisme néolibéral pour les 50 prochaines années. C'est pour ça qu'ils se sont jetés à fond dans cette bataille. C'est pour ça que vous voyez, sans retenue, là maintenant, de plus en plus c'est clair, je parle, c'est Medvedev, l'ancien président russe qui le dit, il dit, sur le terrain, l'armée ukrainienne a été défaite depuis le mois de juin. En réalité, nous faisons face actuellement à l'ensemble des supplétifs des mercenaires, en réalité des forces, n'est-ce pas, comment on dit ça, opérant sous faux drapeau de l'OTAN sur le sol ukrainien. Donc, les enjeux sont à la fois très, j'allais dire, difficiles, importants, et pour décrypter, pour dénouer, délier le vrai du faux, pour déchirer ce voile-là et comprendre les stratégies qui sont mises en place, c'est tellement difficile parce que c'est trop complexe comme jeu. Nous, les Africains, qui sommes dans une dynamique pour nous libérer de cette mauvaise passe-là, nous ne devons pas prêter le flanc et donner la possibilité à nos ennemis de nous lacérer, n'est-ce pas, le dos avec de violentes verges. Et c'est pour cela que j'en veux au conseil du président Mahamat Idriss Déby Itno. J'en veux à lui-même qui n'a pas pris le recul nécessaire pour comprendre ce que se tramait. Pour envoyer comme ça l'armée commettre cette boucherie, cette barbarie qui a été constatée en N'Djamena, c'est inacceptable. Aujourd'hui, il est devenu le maillon faible de la résistance africaine. Le maillon faible pourquoi? Parce que les autres le tiennent enfin. Si les autres n'avaient pas de quoi pouvoir le tenir, ils ont quelque chose aujourd'hui qu'ils peuvent agiter à tout moment pour pouvoir le tenir. Et on aurait pu penser que c'était terminé. Non, la répression a continué. Ces gens qui sont déportés dans cette prison-là, en plein désert, à 600 km de N'Djamena, mais dites-vous, c'est ça. C'est Korotoro, je crois. Korotoro, oui. Alors là, c'est très grave. J'ai eu des informations que justement, il y a eu des exécutions extrajudiciaires. On venait chercher les gens dans leur maison. Il s'est attaché des services d'un géographe français qui a cartographié la ville de N'Djamena et qui nous disait exactement de quel côté venaient les manifestants. On est allé les chercher dans leur maison et certains ont été abattus en direct. Alors, c'est pour ça que je nous demande de faire attention. Vous vous souvenez. J'insiste pour qu'on fasse, pour faire la démonstration et permettre, oui, et permettre à nos internautes de faire le lien. Le jeune président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a rendu visite à son frère, le colonel Assimi Goïta. Ils ont décidé d'avoir un commandement intégré militaire pour qu'au moins sur le plan aérien, il y ait la même couverture et pour le Mali et pour le Burkina Faso. À partir du moment où vous savez que l'armée malienne a aujourd'hui une couverture aérienne, je crois, avec les S-300 qui sont extrêmement performants et qui permettent, d'ailleurs, au Mali de voir très bien ce qui se passe même dans la zone des 3 frontières. Immédiatement, après cette visite-là, les États-Unis ont pris une résolution. Vous voyez, les États-Unis qui ont l'air d'être détachés de ce champ opérationnel. Ils ont pris une décision, ils ont frappé le Burkina en disant c'est fini. Tous les avantages que tu avais sur le plan commercial qu'on t'octroyait, c'est fini, on annule tout. Pourquoi? Sous le fallacieux prétexte que tu allais chez l'ennemi malien qui héberge les forces de Wagner chez lui. Donc, il suffit que le pitbull des États-Unis sur la bande sahélo-sahélienne soit mis en difficulté et qu'un jeune qui cherche des solutions pour essayer de sécuriser son espace rende visite à son frère Assimi Goïta, voilà les États-Unis qui réagissent sans qu'on ne voie très bien où elle est bien. Donc, les gens qui pensent que dans ce jeu-là, les États-Unis sont neutres, ou bien ne participent pas à aider la France, qui est, comme je vous dis, son pitbull, c'est-à-dire que son chien arrangé qui mord à tout bout de champ, pour permettre justement le maintien du statu quo dans cette bande sahélo-sahélienne et permettre aux États-Unis d'assurer effectivement l'instauration, j'allais dire, la validation à longue durée de ce monde unipolaire, il se trompe énormément. Depuis que l'Algérie toque à la porte des BRICS,
parce qu'elle veut faire partie des BRICS, vous commencez à voir l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Algérie. Vous commencez à voir son attitude. Et cela dénote du fait que pour ces gens-là, il est hors de question que l'Afrique puisse s'affranchir et prendre des décisions qui vont dans le sens de la protection de ses intérêts. Il est hors de question pour ces gens que, justement, dans cette guerre à mort pour l'hégémonie du monde qui les repose au niveau pays dits émergents, c'est-à-dire, parce qu'au-delà de la Russie, il y a l'ensemble des BRICS, alors là, je peux vous dire que ce qui se passe est très grave. Alors, dans la construction de la digue de la résistance panafricaine dans notre continent, on ne désespérait pas de voir très rapidement le général Mahamat Déby Itno rejoindre le camp composé d'Assimi Goïta, du président Touadéra et d'Ibrahim Traoré. Dorénavant, il est presque perdu pour cette bataille-là. Pourquoi? Parce qu'avec ce qui s'est passé, effectivement, les autres tiennent. Et je vous dis déjà, il y a des voix qui s'élèvent déjà pour demander la CPI. Attention, pour lui. Donc je pense que dans le combat que nous menons, il n'y a pas que la force qu'on doit mettre en avant. On doit aussi mettre beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence, premièrement. Deuxièmement, dans la phase actuelle de notre combat, vous avez vu ce qui s'est passé en Éthiopie, la bataille au Tigré. Il faut avoir, certes, le courage de dire non. Nous n'acceptons pas l'ingérence étrangère chez nous. Mais il faut toujours avoir un esprit que de toutes les façons, on n'a pas intérêt que les autres rentrent dans la résolution de nos conflits. Il faut essayer de les régler nous-mêmes. Et dans le cas de Tchad, rien ne donnait l'autorisation, ni, j'allais dire, ne validait le fait que l'armée, vous savez que quand on envoie l'armée dans la rue, ce n'est pas un corps de police, c'est pour faire la guerre. C'est ce qu'on leur a appris. Et souvent, ce sont les forces de troisième catégorie qu'on envoie pour mater des manifestations. Les dégâts ne pouvaient être que ces dégâts qu'on a vus. Malheureusement. Lui, puisqu'on veut le soustraire de cette digue qui se construit, on va lui coller cette affaire. Mais Ouattara dort tranquillement. Hein? Malgré eux-mêmes, les propres chiffres parlent de 3 000 morts. Mais vous savez que le rapport qu'on a banni parle de plus de 20 000 morts. Vous voyez? Oui. Mais lui, il dort tranquillement. Et heureusement que les gens qui le servaient, les espaces qui servaient de recrutement de supplétifs, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, aujourd'hui, les gens ont compris qui est l'individu. Donc, je pense sincèrement que quand nous avons, je ne nous jette pas les fleurs, mais souvent, il faut le dire, des gens qui scrutent souvent l'actualité au quotidien, qui passent le temps à analyser les déplacements des pions sur l'échiquier. Nos dirigeants là, de temps en temps, qui nous consultent. Si nous avons consulté, s'ils avaient même apporté des preuves, bon, je rêve que même les États-Unis, c'est eux qui manipulent cette opposition en Masrala et consorts, on leur aurait dit, mais c'est simple, mais laissez-les faire ce qu'ils vont faire. S'ils cassent même pendant 4 jours, qu'ils cassent, ça va nous coûter des milliards, certes. Mais nous allons démontrer, n'est-ce pas, la vacuité de cette opération et surtout l'inconsistance de cette opposition qui ne sait pas faire la part entre ces revendications et le fait qu'il y a des choses qui font partie du patrimoine immobilier et d'autres choses de l'État qui ne peuvent pas être dénues. Cette opposition se serait disqualifiée toute seule. Mais Mahamat ne l'a pas fait. Il a voulu utiliser la force et la brutalité pour soumettre. Et il ne se limite pas là. Il continue. Mais le bâtonnier du Tchad, aujourd'hui, fait une déclaration où il dit, mais il faut libérer ces gars qui sont dans cette prison de Koro Toro, c'est ça? Oui. Rapidement. Parce que leur incarcération ne répond à aucune norme sur le plan juridique. Elle attise encore la crise, non, patient Bafendo? Mais pire que ça, les rancœurs et les haines. Le Tchad n'a plus besoin de ça. On a besoin d'un réarmement moral, d'une capacité de se donner la main, de se parler. Parce que les combats qui sont devant nous sont énormes. Ces combats-là ne nous donnent pas le droit, d'être en retard. Ne nous donnent pas le droit de créer des zones qui devaient être des points d'appui importants dans ce combat-là,
mais qui deviennent plutôt des casseroles qu'on va trimballer, des espèces de goulots qu'on va essayer de traîner avec nous. Donc, je dis sincèrement que là, l'exécutif tchadien a fauté. Il faut libérer ces gens. Il faut aller vers une véritable réconciliation. Il faut demander pardon. Il faut surtout résolument se mettre dans le camp de la libération de notre continent en se rapprochant de ses frères qui, avec toutes les difficultés, vous voyez, la République centrafricaine, le Centrafrique prend une décision de retirer le décanat à Paris. Les sanctions commencent à tomber. Les engueulades de toutes parts commencent à fuser. Donc, je pense que là, on a commis une faute. Les jeunes qui sont autour du président Mahamat Idriss Déby ont commis une faute. Le monde change. Le monde va à une vitesse éclair. Les enjeux sur le plan planétaire sont énormes. À quoi a servi finalement alors le forum de la réconciliation nationale? Mais pas à grand-chose. Pas à grand-chose, surtout que... avec ce qui s'est passé le 20 octobre, on ne voit pas... Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas réellement eu de réconciliation nationale? Mais c'est un échec total. C'est un échec total parce que les gens ont vite compris. Je vous rappelle qu'il y avait certains qui ont commencé, qui ont leur participation à ce forum et qui très rapidement se sont rendus compte qu'on voulait les amener. Ils se sont retirés. Le forum, ce dialogue n'avait pour seule finalité que, de reconduire la transition. Après 18 mois, de donner encore 24 mois. Mais surtout, de mettre une clause qui dit, au bout de ces 24 mois, qu'il soit candidat. Voilà, le chef de la transition militaire de son État pourra être candidat. Donc le gros de l'opération se résume à ça. Donc, quand les Tchadiens se sont rendus compte que c'était ça le problème, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Donc, cette manifestation avait pour objectif de poser une fin de non-recevoir aux conclusions de ce forum. Or, vous ne pouvez pas, si vous dites que vous voulez la paix, vous voulez la réconciliation, vous voulez la main tendue, vous voulez construire un nouveau Tchad, parce que les gens s'opposent à vous sur, n'est-ce pas, les décisions, ou bien les recommandations, ou bien les clauses, je ne sais pas, les résultats d'un forum, leur envoyer l'armée dessus, qui les écrase comme un bulldozer qui marche sur des chenilles. Je pense que ça, c'est une grosse faute du gouvernement tchadien aujourd'hui. C'est une grosse tâche que le président Mahamat Idriss Déby va porter très longtemps et ça va créer une espèce... Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de calme, il n'y a plus de sérénité, il n'y a plus de sécurité même au cœur du pouvoir tchadien. Depuis son arrivée au pouvoir, Mahamat Idriss Déby a-t-il jamais pris une décision pour mettre à mal les intérêts de la France pour que Washington soit aujourd'hui le grand manœuvrier? Mais jamais. Bon, je vous rappelle déjà, il y a eu des manifestations au mois de mai, si je m'abuse, de 12. Oui. Ces manifestations, c'était pourquoi? Après le départ, le faux départ d'ailleurs, des troupes françaises de Mali avec Barkhane, une bonne partie de l'armée malienne s'est redéployée, des forces françaises de Barkhane s'est redéployée dans certains pays, dont le Tchad. Alors, les jeunes Tchadiennes, à un moment donné, ont été surpris de voir. Ils sont sortis dans les rues, ils ont même déballé des soldats français de gauche à droite dans leur quartier, dans les villes à reculer, même comme à Béché. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? D'où venez-vous? Vous venez chercher quoi ici? Ils ont donc lancé cette manifestation de protestation de l'envahissement de leur pays par une armée d'occupation. En appelant justement la Russie à la ressource. Voilà. Et parmi les cas qu'on a constatés, les cas étaient dirigés vers quoi? Vers les symboles de l'État français. C'est ça le problème. Oui. Et on se sera attendu que le président Mahamat Idriss Déby dise à la France, mais vous voyez les résultats. Je crois qu'il faut que vous fassiez des efforts. Et pour cela, je demande au minimum que vous me donnez une deadline pour le départ de la base militaire française de N'Djamena. Que nenni. Au contraire. Au contraire. Le vent, ce sont des canons qu'on a opposés à ces jeunes, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les résolutions de ce dialogue, de ce fameux dialogue. Donc, je pense sincèrement que on ne voit pas, il n'y a pas de visibilité.
Le 20 octobre, quand on a tiré sur les manifestants, était-ce pour faire peur à ces jeunes Tchadiens qui appelaient à la Russie et que l'Occident voyait déjà que le Tchad était perdu, ou alors qu'il devait perdre le Tchad? Mais les anglo-saxons ont une expression qui est tout dit terre. C'est-à-dire que le premier qui sort la tête, on cogne violemment de telle manière que quand les autres voient, ils disent que hein, l'affaire là, on ne peut pas. Mais il y a mieux. Et des supplétifs dans cette répression. Souvent des Soudanais qui ont fait partie de cette répression sanglante de gouvernement tchadien. Et ce sont ces images-là, moi, qui m'ont choqué. De voir des gens qui ne sont pas l'armée, qui parlent une langue qui est étrangère aux différentes langues tchadiennes, mais qui vont chercher des Tchadiens dans leur domicile pour les violenter. Ça, c'était devant souvent même leur famille. C'était été abattu à bout portant. Vous avez vu, parmi ceux qui sont incarcérés, on vous parle de 80 mineurs. Oui. Comment on peut... quand on le dit aux Africains, il faut qu'ils comprennent. Cette prison dont vous avez si bien décrit, elle est pratiquement en plein désert. Elle est en plein désert, à 600 km. Combien vont revenir vivants? Combien de ces détenus qui sont là-bas reviendront vivants? Combien? Les séquelles, les traumatismes. Comment on veut construire un pays en donnant, en remettant la confiance au cœur, n'est-ce pas, des ambitions de cette jeunesse, et la brimer, et la brutaliser, et l'assassiner avec cette sauvagerie, cette barbarie-là? En réalité, on veut qu'il y ait un silence de cimetière, quelles qu'en soient les décisions qu'on va prendre. Même si ce sont des décisions qui sont à l'opposé de la volonté de la jeunesse africaine aujourd'hui, de s'affranchir de la tutelle de l'impérialisme. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Pour sortir de cet entretien, patient parfum d'homme, quelles sont les institutions qui ont été touchées par les manifestants pour qu'on dise qu'il devait avoir un coup d'État? Mais votre question, elle est tellement... Ça, je n'avais pas pensé à celle-là. Mais c'est une question pointue. Ok. On est dans des espèces de... Comment on dit ça? C'est pire que la sorcellerie. Des constructions qui sortent de NEM, je sais de qui dit, mais on a même vu des photos qui font rire. On nous a montré tout un arsenal avec des armes de guerre. Machin, tout ça était tellement rouillé qu'on s'est demandé comment les jeunes qu'on a vus là, marcher là, pouvaient avoir ça. On a vu des machettes, on a lâché des machettes, je ne sais pas, peut-être on a fait le tour de quincaillerie, mais le hic, c'était qu'elle était tellement neuve que je me dis, mais nous, on sait, quand tu veux faire un truc au village, on lime d'abord bien la machette. On dit, voilà ce que les manifestants avaient. Non, il faut arrêter d'infantiliser les Africains à ce niveau. Le président Mahamat Idriss Déby a fait une faute grave, lourde. Il ne pourra plus s'en sortir. Il a le sang des Tchadiens. Aucune institution n'a été touchée. Aucune institution n'a été touchée. La présidence de la République n'a pas été touchée. Rien du tout. L'Assemblée nationale. Rien du tout. Mais on dit quand même qu'il y a eu un coup d'État. Mais quel coup d'État? Ce sont des lubies, ce sont des fabrications qui sortent de la tête de Mephisto qui donne le conseil au président Mahamat Idriss Déby. Non. Je dis que c'est lui qui est piégé dans cette affaire. Il est devenu, avec cette brutalité, cette sauvagerie et cette boucherie, en réalité, la marionnette entre les mains et de la France et de ses amis occidentaux. Chaque fois qu'il aura des velléités de s'affranchir de la tutelle et de la France et de ses, on va nous ressortir ces cadavres qui sont dans son tiroir. Et malheureusement, c'est toujours ce mode opératoire, ce modus operandi que ces gens l'ont utilisé pour tenir en laisse l'essentiel de nos dirigeants. Ça, il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, et plus grave, pratiquement au même moment, ou bien le lendemain, de cette boucherie, au Burkina Faso, il y avait des manifestants qui étaient contre l'intrusion dans le nouveau gouvernement de certains ministres. Vous avez entendu qu'il y a eu un mort? Non. Alors que le mouvement, l'atmosphère est aussi volatile au niveau du Burkina, avec les attaques récurrentes des djihadistes qui tuent les gens. Mais il y a eu des manifestations autant pour moi contre la présence de certains ministres dans le nouveau gouvernement burkinabé. Mais il n'y a pas eu de mort. On n'a pas vu l'armée tirer sur les gens. Et à l'armée tchadienne. Mais, mes chers amis, vous savez comment Moussa Traoré est parti du pouvoir? Mais c'est parce qu'au Mali, pour avoir donné l'ordre à ses militaires de tuer des manifestants, à un moment donné, dans les troupes, il y a eu
des officiers patriotes qui ont dit à Moussa Traoré, maintenant ça suffit comme ça. On ne peut pas répondre au doigt à l'œil à tes injonctions et à, je ne sais pas à quoi, ce qui sort de ta tête pour tuer des gens. Comme ça pour rien. Alors, il n'y a pas que Mahamat Idriss Déby qui sera comptable de ce qui s'est passé ce 20 octobre. Même ceux qui ont exécuté cette seule besogne au niveau de commandement militaire, eux aussi sont responsables. C'est pour dire à nos forces de défense et de sécurité, à notre armée, vous êtes au service du peuple, non l'inverse. Vous ne pouvez pas appliquer mécaniquement les décisions, obéir, n'est-ce pas, aux injonctions de vos dirigeants, quitte, n'est-ce pas, à créer ce chaos, mais c'est toute cette violence que nous avons constatée ce jour-là en Djamena. La vie des Africains compte. Il faut qu'on commence à dire aux Africains que la vie des Africains compte. Il n'y a qu'en Afrique qu'on continue de voir une telle barbarie, une telle sauvagerie s'exprimer. Et ailleurs, même au niveau de Paris, la France de M. Macron qui est venu à Dubaï, M. Mahamat Idriss Déby au pouvoir. Les gens manifestent quasiment tous les jours. Pourquoi là-bas on ne va pas l'armée tuer les gens? Et il y a ces gens qui manifestent souvent, ils sont clairs. Ils disent que Macron démissionne. Ils disent que tu n'as pas qualité de diriger la France. Ils souhaitent même sa mort. Mais est-ce qu'on envoie les gens les tuer? Pourquoi chez nous ça doit être pareil? Ça doit être l'inverse, je veux dire. Donc je pense sincèrement que là, nous avons perdu, à mon sens, l'un des fils qui a perdu sa dignité, malheureusement, de notre continent, sur lequel on aurait pu compter pour continuer à construire cette digue, cette architecture de la résistance nouvelle de notre continent vis-à-vis de la volonté de l'impérialisme du continent, en fait, de notre continent, et surtout de cette bande sahélo-sahélienne, cette espèce de no man's land dans lequel tous les jeux sont possibles. Regardez le monde avance. L'Afrique doit s'inscrire définitivement dans la reconquête de sa souveraineté aujourd'hui. On ne doit plus être les marchepieds des intérêts des autres au prix du sacrifice de nos propres jeunes, de notre propre jeunesse, de nos propres frères, de notre propre peuple. Cela est tout simplement inacceptable. Merci à vous, patient parfait, nous n'avons été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée. Nos programmes continuent sur Panafricaniste TV.